Être un père est autant une bénédiction qu'un fardeau pour les hommes qui ont choisi de défier le monde, car leur cœur porté vers l'humanité fait que leurs propres enfants deviennent alors leur plus grande faiblesse. Et on a beaucoup de choses dont il faut parler. La protection de Luffy par Dragon, le plan secret de Vegapunk pour sauver Kuma, Bonnie qui peut étrangement devenir comme Nika et le vrai pouvoir de son fruit. On parle de tout ça. Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1101 de One Piece, cher Bonnie. Et peut-être qu'il y aura un titre « Adieu Bonnie » à la fin et ce sera extrêmement triste, bien entendu. Et One Piece fait la cover du Jump avec un Luffy qui part au ski, peut-être avec un snowboard arc-en-ciel. Est-ce que la théorie va sortir? Oui, du gear arc-en-ciel. Le pire, c'est que je suis sûr que quelqu'un va la faire en mode Nika attrape le spectre lumineux et utilise la lumière arc-en-ciel pour combattre Barbe Noire. Et c'est terrible, c'est terrible. Et on est vraiment dans un délire extrêmement coloré alors qu'on a un color spread des Vegapunk, peut-être pour fêter l'anime qui va bientôt sortir sur Egghead. Et donc allons-y directement pour continuer ce flashback qui traîne peut-être un petit peu en longueur, mais c'est pour notre plus grand plaisir. Donc commençons par le sujet Dragon et Luffy, puisque ce chapitre nous en dit en réalité, et son début nous en dit en réalité énormément sur le personnage de Dragon, puisque c'est vrai, est-ce que c'était nécessaire pour nous de voir Kuma, donc regarder Luffy de loin, même si ça nous permet de mieux comprendre les événements qui ont eu lieu par la suite et la relation Kuma-Luffy et pourquoi il a essayé de l'aider? Bah pas vraiment, sauf si on pense du point de vue que Dragon, ça nous permet déjà d'entamer son histoire. Donc lorsque Kuma a croisé Luffy, c'était lorsqu'il était proche de Kamalekita, enfin plutôt du Mont Corvo, où il a vu un Luffy qui était en train de s'entraîner avec des animaux, comme ce qu'il a fait par la suite lors de l'entraînement de Riley, comme quoi en fait Riley il a juste entraîné avec un niveau juste un peu au-dessus, on le voit s'entraîner avec une attaque qui est donc signature de Luffy, celle qui lui aura permis de défaire Arlong, et ça va sans dire, puisqu'il dira qu'il utilisera cette capacité si donc quelqu'un de son équipage est menacé, il sera là pour le protéger. Sa botte secrète entre guillemets, et ça montre aussi que le personnage d'Arlong c'était vraiment le sommet d'East Blue en termes d'ennemis. Voilà, il a lâché sa capacité secrète. Plus que ça nous permet vraiment de comprendre que dès le début, Luffy, il voulait des Nakama pour en faire une réelle famille, et ça, même Kuma l'a vu, et c'est pas pour rien peut-être que par la suite, il a testé la loyauté de l'équipage des Mugiwara, et bien sûr, la scène légendaire avec Zoro. Quoi qu'il en soit, c'est assez cool de voir Luffy s'entraîner un petit peu avant toute cette histoire, parce que c'est vrai qu'au début du manga, on ne le voyait que très peu s'entraîner. En réalité, le seul moment où on l'a vu vraiment s'entraîner, pour moi, c'était à Onigashima. Donc, enfin, avant ça, donc directement à Wano Kuni, et ça fait toujours plaisir, même si là, le Luffy, il est un petit peu plus stock que d'habitude. Ça se voit que le style de dessin d'Oda a changé quand même. Bref, il va juste regarder Luffy quelques secondes, puis disparaître. Et alors que Kuma était envoyé ici, à côté, juste pour s'occuper de bateaux pirates qui avaient volé des choses et qu'ils devaient couler, bah bien sûr, c'est le bon vieux Kuma, celui qui est gentil et qui s'occupera juste d'eux et leur demandera juste d'aller se rendre. Parce que c'est quelqu'un de bien. Mais là où ça nous en dit long sur le personnage de Dragon, c'est qu'on va avoir un flashback à l'intérieur du flashback, comme si c'était pas assez. On découvre que l'armée révolutionnaire était souvent dans la zone et qu'à chaque fois, Dragon disparaissait. C'est donc pour ça que Kuma a questionné Dragon, étant donné qu'il était parti sur cette île et qu'il avait vu étrangement un enfant très jeune, et donc il a demandé tout simplement à Dragon si ce ne serait pas son enfant, et à ce moment-là, Dragon va l'arrêter net. Il dira très exactement que s'il continue de parler, il peut aussi bien le tuer à ce moment précis, en disant surtout que les enfants sont la faiblesse de leurs parents. Et ça, je trouve que c'est hyper marquant pour le personnage de Dragon, qu'on estimait peut-être être du même acabit que Goku, donc un des pires pères qui existent. Mais non, il sort de cette catégorie, étant donné que là, ce qu'il nous dit, c'est quand même que, voilà, ça y est,
si on découvre Luffy, c'est limite comme si on le tuait, puisqu'il pourrait arriver quelque chose à Luffy. Ça montre l'intérêt qu'il avait pour Luffy, il le surveillait de loin, il l'a surveillé dès le début de son voyage, il ne voulait donc pas l'impliquer, c'est vrai, et c'est normal, alors qu'il est donc dans des actes révolutionnaires, l'homme le plus recherché du monde. Et ça permet véritablement de comprendre qu'il tient véritablement à Luffy quand même. Il dit qu'autant le tuer directement, si on parle de Luffy. Je ne sais pas si tu te rends compte de la dinguerie que c'est, et surtout ça permet de comprendre, même par la suite du chapitre, lorsque Kuma donc perdra l'esprit petit à petit, mais aidera tout de même les révolutionnaires, pourquoi Dragon n'a pas demandé à ce qu'on le suive, à qu'on pose des questions, parce qu'il sait. Et donc, c'est dans sa philosophie, en quelque sorte, donc, que certaines personnes ont des choses à cacher, des secrets qui ne doivent pas être révélés, des personnes à protéger, et ça, il le respecte. S'il demande ça des autres, bah, donc, il le respecte aussi pour les autres. Et c'est très bien parce que quand on met ces deux éléments en parallèle, bah, ça explique pourquoi Dragon n'a pas aidé Kuma. En tout cas, rien que pour ça, je trouve le chapitre juste génial. Voir un petit peu plus de ce que ressent véritablement Dragon. Et peut-être qu'il y a eu un événement tragique dans sa vie. Sûrement la mort de sa femme. Oui, bien sûr, c'est la seule chose à laquelle on peut penser quand on voit que son fils est abandonné. Entre guillemets, il n'a pas tout abandonné pour sauver l'humanité, mais il a juste choisi de protéger l'humanité et de protéger son fils, même si c'était donc en l'abandonnant. Car il sait que l'amour d'un père peut être détourné, c'est ce qu'on aura vu dans One Piece, même avec Oden Kozuki, qui aura perdu parce que, voilà, quelqu'un avait pris Momonosuke en otage, et donc on sait même pourquoi et comment il s'était retrouvé proche de Sabo et qu'il a pu le recueillir. Voilà, il surveillait depuis longtemps, il traînait dans les parages. Mais bref, donc venons-en à la seconde partie de l'analyse, plus sur Vegapunk et donc le plan secret pour sauver Kuma. Mais n'hésite pas à liker ou disliker la vidéo dès maintenant, commenter, donner ton avis en commentaire et t'abonner si tu n'es pas encore abonné, car chaque semaine on parle de One Piece jusqu'à la fin de cette grande histoire et bien plus encore. Donc on voit que l'île a changé en l'espace de tout ce temps. Donc Vegapunk, il a déjà commencé à séparer son corps, mais même donc les bâtiments, ça y est, il y en a avec des hologrammes. L'île n'est pas encore en train de flotter à certains endroits, mais il se sent bien évidemment déjà beaucoup plus léger, alors que 3 ans séparent donc ce moment de l'histoire donc on est en train de suivre actuellement. Et c'est là qu'on va le retrouver avec Stussy, alors qu'il est en train de faire les modifications sur Kuma. Donc les deux personnages se connaissaient réellement. Elle est au courant qu'elle est un clone de donc Miss Buckingham, et elle posera cette question un petit peu toute bête, mais qui est forte en termes de sens. Donc, qu'est-ce qui est le pire? Être une personne qui n'a plus d'esprit, comme Kuma, ou être juste un clone? Et si je vous répète cette partie, c'est parce que je pense qu'elle est véritablement importante pour comprendre ce qui va arriver par la suite. Et il faut essayer de trouver le sens de cette scène, pourquoi Oda l'a placée là. Et pour moi, c'est juste pour montrer que le docteur Vegapunk n'accepterait jamais ce qui se passe avec Kuma. Parce qu'il le dit à Stussy, non, c'est n'importe quoi, elle est une réelle personne et Kuma va perdre son esprit, peut-être même que si on lui demande donc de tuer un enfant, il le fera, il perdra tout, il perdra même sa bonté. Et alors que le personnage de Vegapunk, il semble être attaché à une forme d'esprit et une certaine forme même d'individualité qu'il promeut donc pour des clones, et même s'il sépare son corps en créant d'autres individus, bah le personnage de Vegapunk, là on le voit encore une fois assister à une preuve d'amour de Kuma envers sa fille. Et ce scientifique fou, quoi qu'on en pense, était de base opposé au fait de transformer un homme en machine, en lui faisant totalement perdre l'esprit. C'est pourquoi avec les événements actuels et ce qu'on a vu dans le laboratoire du docteur Vegapunk, avec cette bulle juste énorme qui contenait les souvenirs de Kuma, bah on peut juste dire, et encore une fois on y revient, que Kuma reviendra, même s'il a totalement perdu l'esprit. Lorsqu'il sera en contact avec cette bulle, il va tout retrouver. Et ça, c'est le moment que j'attends le plus depuis le début de ce flashback. Que ce soit son vrai corps ou donc le corps du séraphin Kuma. Vraiment, c'est ça qui va arriver, j'en suis sûr. Enfin bref, et terminons la review par parler de Bonnie qui s'échappe et l'incroyable vrai
pouvoir donc du fruit de l'âge. Parce que je sais pas à quoi Oda pensait, mais déjà qu'on déteste le gouvernement mondial, si on suit One Piece depuis le début avec ses histoires d'esclavage, on a peut-être un événement qui à l'échelle du monde entier est minime, mais qui est très impactant pour nous lecteurs avec tout ce flashback, donc tout le parcours qu'on a vu de Kuma, tout l'amour qu'il a pour sa fille, et nous montrer que les lettres qu'il écrivait jour après jour à sa fille étaient juste déchirées et jetées à la poubelle par le gouvernement mondial qui voulait sûrement donc qu'il n'y ait plus de lien entre les deux. Et ça, c'est juste terrible. En vrai, c'est vraiment très très chaud. Là, on a la haine. On verra qu'il tente véritablement tout pour garder Bonnie sous contrôle en lui donnant même des placebos. Donc, pour lui faire croire qu'elle a encore besoin de se soigner et qu'elle ne peut pas sortir pour l'instant, alors qu'elle le sait très bien que normalement, donc, son traitement devrait être terminé. Et voilà, elle commence à en avoir marre d'être enfermée, marre de jouer à plein de jeux. Apparemment, le Jenga, ça existe dans le monde de One Piece. Elle aime se battre, elle se bat même donc avec les bandits qui sont là dans cette maison en utilisant son fruit pour devenir grande et forte. Et elle cache surtout le pouvoir de son fruit sur les conseils de la reine Connie. Et ça, c'est super intéressant puisque la reine Connie dira que les faucons talentueux cachent leurs griffes. Et bien évidemment, c'est une référence à Mihawk. Non, pas du tout, mais voilà, toujours bon à rappeler, Mihawk est level Yonko, quoi que les gens disent, c'est lui le véritable obstacle de Zoro, même si Shiryu le bat ou je sais pas quoi par n'importe quelle traîtrise et que Zoro doit battre Shiryu par la suite, ce sera toujours Mihawk la personne à dépasser. Voilà, je me fais encore des ennemis, c'est toujours un plaisir de faire les reviews One Piece. Et donc on va la retrouver un an plus tard, alors qu'elle va fêter ses 9 ans et elle n'a toujours pas reçu de lettre et c'est juste déchirant de la voir pleurer comme ça seule le soir. Et alors que la reine Connie leur apprend que l'agent Alpha est en réalité un membre d'un CP, un membre du gouvernement et n'est pas là juste pour soigner Bonnie, mais bien pour la surveiller, car il y a des mecs qui ont parlé alors qu'ils étaient au bar. Ça, c'est juste terrible, hein. L'alcoolisme mène au licenciement, rappelez-vous-en. Bah alors, ils vont préparer tout un plan pour qu'elle s'enfuit, étant donné qu'ils ne connaissent pas la nature du pouvoir de Bonnie, ils savent même pas qu'elle a un pouvoir et elle va donc se faire passer pour une vieille et sortir comme si elle était la reine Connie. On lui a préparé un bateau en forme de pizza parce que c'est ce qu'elle aime et ça c'est ultra mignon et ça fait penser énormément à Big Mom, même si Big Mom c'est le dessert. Et là on a le plat principal avec donc les camarades de Kuma qui se retrouvent déjà sur le bateau, des hommes forts qui devraient pouvoir la protéger et jusqu'à sa rencontre et jusqu'à ce qu'elle retrouve surtout son père. Ce qui est assez triste qu'on sait qu'elle le retrouvera jamais. Enfin, bien évidemment, bientôt sur Egghead. Et c'est donc là que ça va devenir juste hyper intéressant, alors que Alpha va partir, est prête à tuer donc tout cet équipage et qu'elle est en train de marcher dans le ciel. Donc la Skywalk, un des pouvoirs du Rokushiki, donc là, Bonnie va chercher à se transformer avec une distorsion du futur, un de ses pouvoirs, en un futur où elle serait Nika. Elle se souvient que son père, que Kuma lui avait dit que Nika avait les propriétés du caoutchouc. Et donc, elle va juste lâcher un coup de poing Gearford à Alpha. Et elle va tomber dans les pommes. Et c'est juste incroyable. Et ensuite, elle va prendre la mer, elle va devenir une grande pirate. Et on connaît la suite de l'histoire, une supernova et compagnie. Mais c'est juste fou. Parce que c'est terrible, Bonnie a fait le Gearford avant Luffy, Et ça pose énormément de questions sur la limite de son pouvoir, étant donné qu'on l'a même pas vu manger un fruit, on sait même pas, sait-on jamais si c'est réellement un fruit, mais normalement, bien sûr, ça devrait être un fruit qu'elle a ingéré pour avoir ça. Je pense pas que tous les boucaniers peuvent faire ça, ou sait-on jamais, mais bien sûr. Donc, si ce pouvoir lui permet de se transformer en n'importe quelle version d'elle possible, c'est un petit peu comme si elle imaginait le multivers et qu'elle pouvait donc prendre une version d'elle-même, comme dans Everything, Everywhere, All at Once. À chaque fois, j'ai du mal à le dire, mais en fait, là, c'est passé plutôt crème. Je sais pas si vous avez vu ce film, mais il est très très bon. Voilà, petite parenthèse filmique. Et ce qui est tout de même énorme, c'est qu'elle peut changer les propriétés de son corps, donc par rapport au futur qu'elle imagine. Et la question à se poser, c'est la limite de ce pouvoir. Parce que
juste changer donc son corps en caoutchouc, donc est-ce que ça voudrait dire qu'elle pourrait changer son corps en n'importe quelle matière? Est-ce qu'elle pourrait transformer son corps, je sais pas, de manière animale, donc avoir des pouvoirs de Zoan, si elles imaginent un futur où ça arrive, ou des pouvoirs de Logia, même être en feu, en glace, ou je sais pas quoi. En fait, à partir du moment où même les fruits du démon, on peut les reproduire grâce à un facteur d'ADN ou un facteur de linéage, comme c'est dit dans le monde de One Piece. Donc, si elle s'imagine avec un son différent, si elle s'imagine avec une composition différente, ça pourrait peut-être marcher. C'est complètement fou. Vraiment, elle pourrait se transformer en géante d'une minute à l'autre. Et plus que ça, je vais pas vous mentir, en fait, quand j'ai vu ça, je me suis demandé si c'est pas elle, le véritable Nika, en fait, si elle peut prendre les propriétés du caoutchouc, peut-être que c'était elle qui serait donc l'enfant de la libération. Et au final, est-ce que ça changerait quelque chose? C'est ça que j'ai envie de vous dire, parce que, en fait, que ce soit le fruit de Luffy ou autre, au final, on parle juste d'un fruit qui donne le pouvoir du caoutchouc. Mais c'est pas ça. Si Luffy est Joy Boy, c'est bien car il libère les peuples. Et il le fait encore et encore. S'il y a d'autres fruits qui ont le pouvoir donc de rendre en caoutchouc, et c'est possible vu la multitude de fruits différents qu'il y a dans le monde de One Piece, donc obtenir les propriétés du caoutchouc, c'est pas si exclusif que ça. Combien de personnes on a vu faire du feu dans le monde de One Piece, sincèrement? Donc voilà, quoi qu'on puisse en penser, que peut-être Bonnie a le véritable fruit de Nika, enfin ça j'avoue que je suis parti un petit peu loin ou pas, ou que Luffy n'ait pas été choisi par la destinée, c'est vraiment en fait son esprit, son envie de liberté qui fait de lui, pour moi, le véritable Joy Boy. Mais je pense véritablement qu'il y a quelque chose qui se cache derrière tout ça, étant donné que, je vous l'avais dit lors des précédentes reviews, pour moi, le Joy Boy était un boucanier, vu qu'il y avait un chapeau géant à Marie-Joie, et pas si géant que ça, donc étrangement, il pourrait convenir à un boucanier, et même là, on voit Kuma assez bien connaître la légende de Nika, comme si, en fait, ça se transmettait vraiment beaucoup chez les boucaniers, et pourquoi il serait aussi détesté par le gouvernement? Bah voilà, tout simplement parce que Joy Boy viendrait de là. Et quoi qu'il en soit, alors que Vegapunk nous disait que les fruits du démon étaient nés des désirs, des rêves des gens, donc, et qu'on n'a pas eu d'explication beaucoup plus précise, là, ça devient encore plus étrange avec le pouvoir de Bonnie, dont on n'a même pas vu l'ingestion d'un fruit et qui peut faire des choses qui ressemblent à Nika, et bien plus encore peut-être. Et je terminerai sur une chose qui va peut-être vous rassurer. N'oubliez pas que Bonnie, donc là, a ingéré, a pris les souvenirs de Kuma et a peut-être et sûrement lu les lettres que son père lui écrivait. Et c'est tout l'amour qu'il portait pour elle. Enfin bref, globalement. Le chapitre 1101 de One Piece est une déclaration d'amour secrète. Dragon devait se séparer de son fils car ses ennemis, s'ils connaissaient son existence, verraient son seul point faible. Et alors que Kuma partage lui aussi sa responsabilité et se sacrifie pour Bonnie en tant que père, Bonnie décide de le rejoindre. Car le gouvernement mondial a fait une erreur en jetant les lettres écrites par Kuma à sa fille. Puisqu'ils peuvent certes se servir de l'amour d'un père pour le transformer en arme, ils peuvent certes tenir en otage une enfant qui ne souhaite que retrouver son père, mais ils n'arriveront jamais à les empêcher de s'aimer.